Antoine n'a pas élevé la voix. Il n'a pas frappé du poing sur la table. Il n'a pas cherché à débattre. Et c'est être pour cela que ces mots m'ont anéanti, parce qu'il les a prononcés avec un calme absolu, comme s'il parlait de la pluie et du beau temps, comme si 15 années de mariage ne signifiaient plus rien. Camille. Je veux divorcer. La tasse de café m'a glissé des mains. Je l'ai regardée, espérant une explication, un motif. N'importe quoi, mais ce qu'il a ajouté ensuite était bien pire. Je ne peux plus continuer à tout porter sur mes épaules. J'ai froncé les sourcils. Porter quoi? Antoine a eu un sourire glacial. Toi. J'ai senti que quelque chose se brisait à l'intérieur de moi. Je ne comprends pas. Bien sûr que si. Et tu comprends. Il s'est penché en avant. Puis il m'a regardé comme si sa décision était prise depuis une éternité. Tu ne travailles pas, pardon de te le dire. Mais tu n'as jamais rien apporté. Chaque mot semblait méticuleusement choisi pour me blesser. Pendant que je construisais notre avenir, Antoine, pendant que je me donnais à fond tous les jours pour cette maison, ce n'est pas vrai. Non. Puis il a pris une grande inspiration. Et il a prononcé la phrase qui a changé ma vie à jamais. J'ai rencontré quelqu'un d'autre. Le monde a plongé dans un silence assourdissant. Pendant quelques secondes, je n'ai plus rien entendu. Ni sa voix, ni l'horloge de la cuisine, ni même ma propre respiration. Juste une question. Une seule question. Qui? Antoine a baissé les yeux. Juste un instant. Mais ce fut suffisant. Car à cet instant précis, Yaïsou, avant même d'entendre le prénom, avant les aveux, avant qu'il ne prononce un seul mot de plus, parce qu'il n'y avait qu'une seule femme qui pensait connaître tous les secrets de mon mariage. Mes peurs, mes failles, mes doutes, mes rêves. Céline, ma meilleure amie. Ce que j'ignorais encore à cet instant, c'est que cette liaison n'avait pas commencé à l'aube du divorce. Elle avait débuté bien avant. Et tous les deux étaient intimement persuadés que je sortirais de ce divorce sans rien. Absolument rien. Mais il y avait une vérité qu'aucun d'eux ne connaissait. Une vérité restée dans l'ombre pendant des années, et quand elle finirait par éclater au grand jour, ce ne serait pas moi qui me retrouverais les mains vides. Ce seraient eux. Je m'appelle Camille. J'ai 48 ans. Et pendant 15 de ces années, j'ai été la femme d'Antoine. Celle qui restait à la maison, celle qui organisait les repas de famille, celle qui se souvenait de ses rendez-vous médicaux, des noces d'or de ses parents, des engagements professionnels qu'il oubliait lui-même, celle qui avait le dîner prêt quand il rentrait tard du cabinet, celle qui ne se plaignait pas quand il annulait nos projets pour la 3e fois du mois, celle qui souriait sur les photos de vacances, celle qui écoutait, celle qui encaissait, celle qui se taisait. Voilà qui était Camille aux yeux du reste du monde. Pour Antoine, pour Céline, pour le voisinage, pour quiconque nous regardait de l'extérieur. Mais il y avait un détail que personne ne savait, quelque chose que je gardais précieusement, avec une rigueur chirurgicale. Depuis 9 ans, ce n'était pas un lourd secret de famille. Ce n'était pas un mensonge pervers, ni une vengeance préméditée. C'était simplement une décision prise seule, en silence, en toute conscience. Et c'est cette décision qui allait tout bouleverser. Mais j'y reviendrai plus tard. D'abord, je dois vous raconter comment nous en sommes arrivés à ce fameux mardi, parce que les mariages ne se brisent pas en un jour. Les mariages se brisent au fil de milliers de petits jours, dans des regards qui se font plus fuyants avec le temps, dans des conversations qui se vident, à semaine après semaine, dans des nuits où vous partagez le même lit, mais vivez dans des mondes diamétralement opposés. Dans cette petite attention qui était autrefois de la tendresse, et qui est devenue une simple habitude, dans cette habitude qui offrait de la sécurité, et qui s'est transformée en ennui. Dans cet ennui qu'on ignorait hier, et qu'on appelle un problème aujourd'hui, Antoine et moi en étions arrivés là depuis longtemps. Je le savais. Je crois qu'il le savait aussi. Mais aucun de nous ne mettait de mots dessus, parce que nommer les choses les rend réelles. Et parfois, il est plus facile de vivre dans le brouillard que d'affronter la lumière crue de la vérité. Antoine était expert comptable. Il travaillait dans un cabinet de taille moyenne en province et gagnait très bien sa vie. Assez pour que nous vivions confortablement. Une belle meulière dans un quartier calme, une voiture fiable,
Des vacances une fois par an, toujours la même destination sur la côte. Parce que c'était ce que notre budget permettait, rien d'extraordinaire. Mais rien dont on puisse se plaindre, ou du moins, c'est ce que je pensais. Antoine m'a toujours laissé gérer mes finances personnelles. Il partait du principe qu'il n'y avait rien d'important à surveiller de mon côté. Il jonglait avec les chiffres au travail. Mais à la maison, ce qui m'appartenait ne suscitait chez lui aucune curiosité. Il ne s'est jamais posé de questions, et je n'ai jamais trouvé de raison d'en faire un sujet de conversation. Ce que j'ignorais, c'est qu'Antoine passait des mois à comparer sa vie avec une autre, son mariage avec une autre relation, sa maison, sa routine, son avenir tout tracé, avec ce qu'il trouvait de l'autre côté, avec Céline. Céline était ma meilleure amie depuis nos années de fac. 23 ans d'amitié partagée. 23 ans d'anniversaire célébrés ensemble. Des appels à minuit qui duraient des heures. Des week-ends improvisés. Des discussions qui commençaient à la terrasse d'un bistrot et qui se terminaient à 3 heures du matin sur le trottoir. Sans que ni l'une ni l'autre ne l'ait prévu, Céline croyait tout savoir de moi. Absolument tout. Mes complexes les plus profonds, mes rêves que je n'osais pas avouer à voix haute, les disputes que j'avais eues avec Antoine et que j'avais honte de confesser, les moments où je me sentais transparente dans mon propre couple, les fois où j'avais pleuré seule dans la salle de bain, en cachette, les angoisses qui me prenaient la nuit. Quand le silence de la maison devenait trop lourd, elle croyait tout savoir, et je pensais que c'était ça. La véritable amitié, la confiance absolue, le refuge où l'on peut être soi-même sans craindre le jugement, à quel point je me trompais. Parce que, pendant que j'ouvrais mon cœur à Céline, croyant que c'était sacré, elle le lisait comme un mode d'emploi. Elle repérait mes failles. Elle analysait le vide de mon mariage. Et elle apprenait exactement comment le combler. Je ne l'ai pas compris sur le moment. Je l'ai compris plus tard, quand il était déjà trop tard pour que ça compte. Le jour où Antoine a demandé le divorce. C'était un mardi. Je m'en souviens avec une précision glaçante. Aujourd'hui encore, je me dis qu'il faisait bien trop beau pour ce qui allait se passer. J'avais préparé du café. J'étais dans la cuisine, en train de vérifier quelques papiers sur mon ordinateur, comme tous les matins. Et Antoine est entré. Il dégageait une énergie différente. Ce n'était pas de la nervosité, c'était de la détermination. La détermination froide, calculée et organisée de celui qui a tranché depuis longtemps, et qui vient simplement livrer la sentence. Il ne s'est pas assis. Il n'a pas ménagé ses effets. Il n'a pas cherché ses mots. Il les a juste lâchés. Camille, je veux divorcer. La première chose que j'ai ressentie, ce n'était pas la douleur. C'était l'incompréhension. Parce que l'esprit met parfois du temps à digérer ce que le cœur a déjà compris. Ma tête a cherché une explication logique, une crise passagère, une mauvaise passe. Un problème temporaire qu'une bonne discussion pourrait régler, mais le ton de sa voix ne laissait aucune place à cela. C'était définitif. C'était une décision qui ne datait pas de ce mardi. Elle datait de moi. Peu. Être d'un an. Peu. Être plus. Et puis sont venus les autres mots. Les plus cruels. Tu ne travailles pas. Tu n'as jamais rien apporté. Je te porte à bout de bras. Terminas. Chaque phrase était un coup net. Sans un bruit. Sans éclat de voix. Prononcé avec le calme impitoyable de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre face à vous. Quelqu'un qui a cessé de prendre soin de vous. Quelqu'un qui a décrété que vous ne valez plus rien. Et quand il a annoncé qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre, quand mes propres yeux m'ont confirmé de qui il s'agissait, avant même qu'il ne prononce son prénom, une chose en moi ne s'est pas effondrée. Elle s'est figée. Il y a une vraie différence entre s'effondrer et se figer. L'effondrement est bruyant, chaotique, légal. Louis est silencieux, absolu. Moi, je me suis figée. J'ai regardé Antoine droit dans les yeux. Sans dire un mot. J'ai pris une lente inspiration, et je n'ai dit qu'une seule chose. Déco. Il s'attendait à des larmes. Il s'attendait à ce que je plie, que je le suppliais, que je lui demande de réfléchir, que je lui demande ce que j'avais fait de mal, que je me mette à genoux face à cette décision qu'il brandissait,
avec tant d'assurance, mais je n'ai rien fait de tout cela. J'ai ramassé les morceaux de la tasse par terre, je les ai mis dans l'évier. Et je suis sortie de la cuisine. C'est tout. Antoine est resté planté là, incapable de gérer mon calme. Et moi, seule dans la chambre, je me suis autorisée à pleurer quelques minutes. Non pas parce que j'étais faible, mais parce que 15 ans de vie commune méritaient au moins cela, quelques minutes de larmes à l'abri des regards. Ensuite, je me suis essuyé le visage. Je me suis assise au bord du lit. Et j'ai commencé à penser lucidement. Il y a des blessures qui ne laissent aucune trace visible, seulement des silences. Nous, les femmes, nous connaissons bien ce genre de blessures. Si on vous a déjà fait vous sentir invisible dans votre propre vie, écrivez, moi aussi, dans les commentaires. Et dites-moi depuis quelle région vous nous écoutez. Les jours qui ont suivi ont été d'une étrangeté difficile à décrire. Antoine vivait encore sous le même toit. A le temps d'organiser les papiers du divorce. Nous faisions chambre à part. Nous ne disions que l'essentiel. Bonjour. Tu as le document? Oui. Il est dans le tiroir. C'était tout. Mais j'observais. Je l'observais consulter son téléphone avec un sourire nouveau. Un sourire qu'en 15 ans de mariage, il ne m'avait jamais accordé. Je l'observais rentrer tard avec des excuses auxquelles il ne prenait même plus la peine de donner une once de crédibilité. Je voyais bien que ses yeux n'étaient plus dans cette maison. Ils étaient déjà ailleurs. Il imaginait déjà sa nouvelle vie. Sa vie sans moi. Sa vie avec Céline. Quant à Céline, elle s'était tout bonnement volatilisée du jour au lendemain. Sans un adieu. Sans une explication. 23 ans d'amitié. Effacés par un silence de mort. Au début, j'ai fait semblant de ne pas comprendre pourquoi. Mais au fond, je savais, évidemment que je savais, ce qui m'a fait le plus mal. Ce n'est pas de perdre Antoine. Honnêtement. Ça, c'était arrivé bien avant ce mardi. Seulement, je l'ignorais encore. Je ne l'avais pas formulé. Ce qui m'a vraiment détruite, c'est de prendre conscience de l'ingénierie derrière cette trahison. Parce que ce n'était pas un moment d'égarement. Ce n'était pas un verre de vin de trop et un mauvais choix. C'était une construction lente, délibérée. Pendant que je confiais mes angoisses les plus intimes à Céline, elle les étudiait. Elle apprenait ce que j'attendais d'Antoine et qu'il ne me donnait pas, pour le lui offrir. Elle repérait les espaces vides dans notre couple et s'y glissait. Elle analysait les erreurs que je commettais et qui l'éloignaient pour prendre soin de les éviter. C'est ce qui fait le plus mal dans certaines trahisons. Non pas l'acte en lui-même, mais l'intelligence glaciale qui s'y cache, les calculs, la patience, le choix d'utiliser ce que vous avez confié à quelqu'un, pour s'en servir comme d'une arme contre vous. Il n'y a pas de jolis mots pour décrire ça. Le divorce a été rapide. Antoine était pressé d'en finir et de commencer sa nouvelle vie. Et moi aussi, je voulais en finir, mais pour des raisons radicalement différentes des siennes. Quand nous nous sommes retrouvés chez les avocats, Antoine a affiché une attitude à laquelle je ne m'attendais pas. Il était sûr de lui, presque condescendant, comme s'il avait tout calculé au millimètre, comme s'il savait exactement ce qui était en jeu. Et il croyait le savoir. Il connaissait nos comptes joints. Il connaissait la valeur de la maison. Il connaissait la voiture, les livrets d'épargne, les biens que nous possédions ensemble. Il connaissait l'inventaire, ou du moins, il en était persuadé. Car ce qu'Antoine ignorait, c'est que ces comptes, cette maison, cette épargne qu'il évaluait avec tant d'assurance, ce n'était qu'une infime fraction, une toute petite partie de ce que je possédais réellement, la seule fraction qu'il pouvait voir, et la seule qui compterait légalement dans ce divorce. L'accord a été simple. Nous avons divisé les biens communs. J'ai gardé la maison parce qu'Antoine refusait d'assumer les frais d'entretien sans moi. Il a gardé la voiture et la moitié de nos économies communes. Nous avons signé. Nous nous sommes dit au revoir avec la politesse glaciale de deux personnes qui n'ont plus rien à s'offrir. Et Antoine a franchi cette porte, convaincu de m'avoir laissé au bord du gouffre, convaincu que j'allais devoir repartir de zéro, que j'allais devoir chercher un emploi en urgence, que je dépendrais de quelqu'un, que j'allais souffrir, et que, tout tôt ou tard, je l'appellerais en pleurant de regret.
Voilà ce que pensait Antoine en montant dans sa voiture ce jour-là. Et moi. Je l'ai regardé s'éloigner depuis la fenêtre du salon. Sans rancune. Sans colère. Seulement avec une certitude paisible. Une certitude qu'il était à 1000 lieues d'imaginer. Car il y a une chose qu'Antoine n'a jamais su. Quelque chose que personne ne savait. Et qui a commencé 9 ans avant ce fameux mardi. Il y a 9 ans. J'ai croisé la route de 2 personnes lors d'un salon dédié aux nouvelles technologies. J'y étais allée presque par hasard. Une ancienne collègue de travail m'y avait traîné à la dernière minute. Je n'y portais pas d'intérêt particulier. Le monde des start-up et de la technologie, ce n'était pas mon univers. Ou du moins, je le croyais. Mais j'y suis allée. Et lors de cet événement, j'ai rencontré 2 jeunes entrepreneurs qui portaient un projet qui m'a semblé brillant dès les premières secondes. Ils avaient développé un logiciel de gestion des stocks destiné aux petites entreprises, simple en apparence, mais redoutable en profondeur, conçu pour se développer à grande échelle. Mais il manquait de capitaux pour propulser le projet au niveau supérieur. Moi, j'avais ce capital, un héritage que j'avais reçu de ma grand-mère, décédée 3 ans avant cette rencontre. Un héritage dont Antoine n'a jamais soupçonné l'existence, car il avait été versé, avant notre mariage. Il dormait sur un compte personnel, à mon seul nom. Je ne l'avais pas caché par méfiance envers lui. Simplement, je n'avais jamais trouvé de raison pertinente d'en faire un sujet de conversation. Les mois ont passé, les années ont passé. Ce compte est resté le mien, en silence, sans que je ne m'en vante, sans qu'il ne pose la moindre question. Alors, quand j'ai rencontré ces 2 jeunes avec leur projet, j'ai pris une décision. J'ai signé un contrat. J'ai pris des parts de la société. À l'époque, cela semblait être un risque mesuré et raisonnable. Ce n'était pas l'intégralité de mon patrimoine, mais une somme conséquente, et je l'ai fait à une condition. Une règle stricte que j'ai imposée dès le premier jour sur la table. Mon nom ne devait figurer nulle part en public. Pas de communiqué de presse. Pas d'interviews. Rien qui ne puisse permettre à mon entourage de me relier à cette entreprise. Mon nom ne devait apparaître que sur les documents confidentiels, dans les contrats. Seulement là où la loi l'exigeait, ils ont accepté. Parce qu'ils avaient cruellement besoin de fonds. Et parce que j'étais une investisseuse sérieuse avec des attentes claires, et j'ai accepté. Parce que j'ai toujours mis un point d'honneur à protéger ma vie privée. Bien au-delà de toute reconnaissance publique, je n'ai jamais eu besoin que le monde connaisse l'étendue de mon compte en banque pour savoir qui j'étais. Les années ont défilé. Le projet a grandi, doucement d'abord, puis avec une fulgurance que personne n'avait anticipée, et un jour, ce qui semblait relever du fantasme au début, est devenu une réalité concrète. Lors du rachat de la société, mes parts ont dépassé les 11 millions d'euros. 11 millions d'euros. Une somme qui ne figurait sur aucun compte bancaire connu d'Antoine, sur aucun document qu'il n'avait jamais paraphé, nulle part où il aurait pu songer à chercher. Et personne ne le savait, ni Céline, ni les voisins, ni nos connaissances communes. Personne, parce que je n'en ai jamais fait étalage. Je n'ai jamais modifié mon train de vie, de manière visible. J'ai continué à vivre dans la même maison, à conduire la même voiture modeste, à suivre la même routine paisible, non pas parce que je me l'interdisais, non pas parce que j'avais peur de dépenser, mais parce que je n'en avais pas besoin pour me sentir bien dans ma peau. L'argent n'a jamais défini mon identité, et c'est précisément pour cela que je n'en ai jamais fait un étendard. Je l'ai placé. Je l'ai administré avec discrétion et intelligence, et aux yeux du monde entier, je suis restée l'épouse d'Antoine, la femme au foyer, celle qui ne travaillait pas, celle qui, prétendument, n'apportait rien et était un boulet. Quelle ironie parfaite. Une fois le divorce signé, la vie de chacun a repris son cours. J'ai appris l'existence de leur mariage par hasard, comme on apprend beaucoup de choses dont on se passerait bien, une connaissance à partager une photo sur les réseaux sociaux, sans imaginer un instant que je tomberais dessus. 1 mois après notre divorce. Un petit mois seulement. Céline portait une robe blanche immaculée qui lui allait à ravir. Antoine arborait un sourire que je ne lui avais jamais vu en 15 ans de vie commune. Une cérémonie intime, mais où chaque détail transpirait l'élégance, des compositions florales superbes, une lumière parfaite sur les clichés,
Tout était savamment orchestré pour paraître spontané. J'ai fixé cette image pendant de longues secondes. Et ce que j'ai ressenti était à des années-lumière de ce que j'appréhendais. Ce ne fut pas le coup de poignard que je redoutais. Ce ne fut pas de la colère. Ce ne fut pas de l'humiliation. Ce fut plutôt une clarté limpide. Je les ai dévisagés tous les deux sur cet écran. Et une seule pensée a traversé mon esprit, ils construisent leur château sur des sables mouvants, non pas parce que je leur souhaitais de s'effondrer, mais parce que je connaissais la nature de leur fondation. Antoine avait choisi Céline, persuadé de s'élever. Ce qu'il ignorait, c'est que la femme qu'il venait de balayer possédait les fondations qu'il n'avait jamais su chercher. Mais ce qu'aucun des deux ne pouvait présager, c'est ce qui allait suivre. Peu de temps après la noce, des murmures ont commencé à circuler. Ils ne venaient pas de moi. Je n'ai jamais rien fait fuiter. Ils sont nés d'une conversation anodine, d'un nom lâché au détour d'une phrase lors d'une soirée d'anciennes élèves. Une femme travaillant dans le milieu de la tech m'a entendu mentionner le nom de l'entreprise. Une allusion furtive, sans aucune arrière-pensée. Elle m'a regardé avec insistance. « Comment tu connais cette boîte ? Par le biais du travail ? » « Il y a des années. » Ai-je répondu vaguement. J'ai changé de sujet. Mais elle n'a pas oublié. Et dans les jours qui ont suivi, sans la moindre intervention de ma part, ce petit commentaire a fait son chemin, de bouche à oreille, de message en message. Camille cache quelque chose. Camille n'est pas celle qu'on croit. Camille a gardé un secret pendant des années. Et ces rumeurs, inévitablement, ont fini par atterrir dans les oreilles des personnes les plus concernées. Mais avant même d'arriver jusqu'à Antoine, c'est Céline qui les a interceptées. Céline en a eu vent lors d'un déjeuner avec des amies communes, une mention détournée, une question d'apparence inoffensive, qui ne l'était pas du tout. Des smoy. C'est vrai que Camille avait des parts dans cette grosse boîte d'informatique, Céline a souri. Avec cette moue supérieure de celle qui croit détenir la vérité absolue, Camille n'a jamais travaillé de sa vie. A-t-elle tranché ? Mais le soir venu, seule devant son écran, elle a tapé le nom de l'entreprise, et ce qu'elle a trouvé a instantanément effacé son sourire, des registres légaux, un organigramme des associés, un nom qui lui a sauté aux yeux, Camille. Associée fondatrice, elle a refermé brutalement son ordinateur. Elle n'a rien soufflé à Antoine. Pas encore. Car Céline avait besoin de digérer l'information en premier lieu. Elle avait besoin de calculer la trajectoire, comme elle l'avait toujours fait. Mais cette fois-ci, l'équation n'était pas en sa faveur. Antoine a commencé à s'interroger quelques jours plus tard. J'ai reçu un appel d'un numéro que j'ai identifié, sans même avoir besoin de lire le nom affiché. Camille. C'est moi. Je n'ai pas répondu tout de suite. Que me veux-tu ? Antoine. Il y a eu un blanc. Un de ces silences plus bavards qu'un long discours. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Je vais bien. Que me veux-tu ? Juste savoir comment tu vas. Je te l'ai dit. J'ai raccroché, sans faire de drame, sans agressivité théâtrale. J'ai simplement mis fin à l'appel. Parce que je savais très bien qu'il ne m'appelait pas par pure courtoisie. Il m'appelait parce que la situation avait changé, quelque chose qu'il avait vu ou entendu l'avait désarçonné, et je n'avais pas besoin d'en connaître la teneur dans l'immédiat. La curiosité maladive d'Antoine allait faire son œuvre toute seule. Il n'avait pas besoin de mon aide. Antoine s'est mis à enquêter, pas directement auprès de moi. Il a sondé nos relations. De lointains cousins. N'importe qui susceptible de lui fournir un indice. Vous savez ce que fait Camille ? Aujourd'hui, quelqu'un est au courant si elle gérait des affaires avant notre séparation. Est-ce qu'il y a un pan de la vie de Camille qui m'aurait échappé ? Toutes ces interrogations me sont revenues par divers canaux. Par l'intermédiaire d'une cousine, complètement perdue au téléphone, par une voisine, qui a lâché l'information sur le trottoir sans savoir si elle faisait bien de me le dire, par une ancienne camarade de fac, qui m'a envoyé un message hilar. « Camille, ton ex fait les 100 pas pour savoir ce que tu deviens de tous les côtés. Qu'est-ce que tu lui as fait ?» Je répondais invariablement avec la même placidité. Rien de passionnant. Et je reprenais le cours de ma journée. Mais j'étais loin de me douter de l'atmosphère qui régnait sous le toit d'Antoine et Céline. Un soir, Antoine est rentré tard. Céline l'attendait. Éveillée. Ce n'était pas dans ses habitudes de rentrer avec un tel masque de préoccupation,
d'être focalisée sur autre chose qu'elle. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-elle demandé. « Rien. Tu as l'air ailleurs depuis quelques jours. » Antoine a posé son téléphone sur la table. « Tu savais quelque chose pour Camille, concernant des affaires qu'elle aurait gérées ?» Céline a mis une seconde de trop pour formuler sa réponse. Une misérable petite seconde. Mais Antoine l'a remarqué. « Pourquoi tu me poses cette question ? Parce que des informations me parviennent. Et ça n'a aucun sens. » Céline a croisé les bras. Camille n'a jamais fait de business. Je la connaissais mieux que quiconque. Tu en es certaine. Céline, je l'ai fréquentée pendant 23 ans. Antoine. And il a hoché la tête lentement. Mais il ne l'a pas cru totalement. Et Céline l'a senti, car il y a les mensonges que l'on prononce avec la bouche et ceux que le corps trahit à votre insu. Cette nuit-là, ils ont dormi dans un silence pesant, avec une interrogation qui flottait entre eux, et qu'aucun des deux n'osait nommer. Antoine n'a pas tardé à franchir l'étape suivante. Il a trouvé les registres publics par ses propres moyens, sans béquille, sans que personne ne lui tienne la main. Il a tapé le nom de la société sur Internet. Il a lu un premier article de presse. Il en a cherché un autre. Il est tombé sur le registre officiel des entreprises. Il a ouvert le document. Il a fait défiler la liste des associés. Et là, c'était écrit. Camille, associée fondatrice. Avec un pourcentage inscrit juste à côté. Il a lu une première fois. Il a lu une deuxième fois. Il a cru à une erreur d'interprétation. Il a ouvert la calculatrice de son téléphone. Il a fait les calculs, les a effacés, les a refaits. Il est resté pétrifié devant son écran. Immobile. La respiration coupée. 8 chiffres. Peu. Être 9. Ce n'était pas une erreur. Tout était là. Tout ce que j'avais bâti dans le plus grand secret pendant 9 ans, tout ce sur quoi il ne s'était jamais interrogé. Tout ce dont il avait décrété l'inexistence. Antoine a verrouillé son téléphone. Il est resté figé dans l'obscurité. Et pour la première fois depuis des mois, il n'a pas pensé à Céline. Il n'a pas pensé à sa nouvelle vie. Il n'a pas pensé à l'avenir idyllique qu'il s'était projeté. Il n'a pensé qu'à ce mardi, dans la cuisine, à la tasse brisée en morceaux, à cette phrase qu'il avait prononcée avec un aplomb terrifiant. « Tu n'as jamais rien apporté. » Et à ma réponse. « D'accord. » Cette fois, il a appelé sans passer par 4 chemins, avec un timbre de voix que j'ai eu du mal à reconnaître sur l'instant, une voix tendue. Une petite voix. « Camille, il faut qu'on parle. » Au sujet de quoi ? Au sujet d'une entreprise. D'un contrat. D'un truc que je n'arrive pas à comprendre. Je l'ai écouté sans l'interrompre. Des infos me sont parvenues. J'ai besoin de savoir si c'est la vérité. Quelles informations ? Le fait que ton nom apparaisse sur des documents ? Le fait que tu détiennes une participation que personne ne connaissait ? Silence de mon côté. Je l'ai laissé esquiver la question un instant de plus. C'est vrai. Camille. Antoine. Pourquoi est-ce que ça t'importe aujourd'hui ? Parce que si c'est fondé, ça veut dire que pendant tout notre mariage, tout. Il n'a pas terminé sa phrase. Il ne savait pas comment la formuler. S'il l'avait terminée, il aurait dit « Si c'est vrai, alors je t'ai regardé droit dans les yeux. Je t'ai traité de boulet. Alors que tu possédais 11 millions d'euros que je n'ai jamais cherché à voir. Maïssa. » Il était incapable de le prononcer. « Prends soin de toi. » Antoine. J'ai raccroché. Et je suis restée à fixer le téléphone au creux de ma main. Je ne ressentais aucune satisfaction vengeresse. C'était un sentiment bien plus paisible. La confirmation silencieuse de ce que j'avais toujours su. La vérité finit toujours par arriver. Pas au moment où vous le désirez. Elle arrive quand son heure a sonné. Et quand elle s'impose, elle ne demande pas la permission. Un dimanche matin, Antoine a laissé ce même document ouvert en plein écran sur l'ordinateur du bureau familial. Il ne le cherchait plus. C'était là. Il est parti chercher Céline. Elle s'affairait dans la cuisine. Il s'est figé sur le seuil de la porte. Et si Camille n'avait jamais été celle que nous croyions ? Céline n'a pas répondu immédiatement. Elle a continué ce qu'elle faisait. Mais ses mains ont tremblé. Juste un peu. Mais c'était suffisant. Antoine. Non. Dis-moi, tu savais quelque chose.
Le silence qui s'est abattu sur eux n'avait rien à voir avec tous les silences qu'ils avaient partagés jusqu'ici. C'était le silence de la personne qui connaît la réponse mais qui ne peut la donner. Car la donner changerait tout. Antoine l'a scruté. Et à cet instant précis, il a compris quelque chose qu'il refusait d'admettre. Céline savait, ou elle s'en doutait, et elle n'avait rien dit. Il a quitté la cuisine sans un mot de plus. Et cette faille qui venait de s'ouvrir entre eux ne se refermerait plus jamais. Antoine a fini par se présenter en personne chez moi. Il a sonné à ma porte un après-midi où je ne m'attendais absolument pas à le voir. J'ai ouvert, et j'ai fait face à un homme métamorphosé. Pas changé physiquement, mais changé en profondeur. Dans sa posture, dans ses yeux. L'Antoine qui m'avait imposé le divorce avec condescendance n'était plus l'homme qui se tenait sur mon palier. Celui-ci avait le regard brisé. Camille. Je t'en prie. Accorde-moi juste 10 minutes. Je l'ai jaugé. Sans haine, mais sans chaleur non plus. 10 minutes. Je l'ai fait entrer. Il a pris place sur son fauteuil habituel, et pendant une fraction de seconde, cet environnement familier l'a troublé. Je l'ai vu regarder autour de lui, comme s'il cherchait quelque chose qui s'était évaporé. C'est la vérité, a-t-il murmuré. Que disent les gens? Exactement, que tu as des parts dans cette société. Il s'est arrêté. Que le montant inscrit à côté de ton nom, il n'a pas fini. Il n'en avait pas la force. Et si c'était le cas? Antoine, il a dégluti difficilement. Alors j'ai commis une erreur monumentale. Tu le savais déjà avant de découvrir tout ça. Antoine. L'erreur. Ce n'est pas d'être parti, en pensant que je n'avais pas un centime. L'erreur. C'est la façon dont tu m'as traité pendant toutes ces années. L'erreur. C'est de ne m'avoir jamais véritablement vu. D'avoir façonné une image de moi basée sur des préjugés, et d'avoir vécu 15 ans intimement convaincu que cette image était la réalité. Je n'ai pas dit cela avec animosité. Je l'ai dit avec ce même calme flegmatique qu'il avait affiché lors de l'annonce du divorce, et je crois que cette froideur l'a foudroyé bien plus que des cris. Depuis combien de temps tu le savais? Depuis le tout début. Antoine a fermé les yeux, et tu ne m'en as jamais touché un mot. Tu ne m'as jamais posé la question. Ce n'est pas ce qu'est. Antoine. Tu n'as jamais eu l'envie de savoir qui j'étais. Au-delà des apparences. Tu m'as eu sous les yeux pendant 15 ans. Et tu n'as vu que ce que tu avais décidé de voir. Tu ne t'es jamais demandé ce qu'il y avait en coulisses. Le silence qui s'est installé était d'une lourdeur infinie. Le poids d'une erreur irrémédiable. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Maintenant, a-t-il soufflé d'une voix presque inaudible. Rien. Antoine. Ce qui a été fracassé ne se recolle pas avec une simple discussion. Il n'y a plus rien à sauver ici. Il a hoché la tête avec une lenteur douloureuse. Il s'est levé. Il a marché vers l'entrée. Et avant de franchir le seuil, il s'est immobilisé une dernière fois, sans se retourner complètement. As-tu été heureuse? Par moments. Oui. Et maintenant, plus que jamais, Antoine est parti. J'ai verrouillé la porte. Je suis restée immobile dans le couloir de ma propre maison. Envahie par une sensation que j'ai mis quelques instants à identifier, c'était de la paix. La paix profonde de celle qui n'a plus rien à prouver à personne. Céline a également fait un pas vers moi. J'ai reçu un long message de sa part, après des mois de silence total. Un message qui débutait par « Camille, je sais que je suis très mal placée pour t'écrire. » Je l'ai lu une seule fois. Je n'ai pas répondu. Était-il archivé? Parce qu'il n'y avait aucun mot capable d'effacer ce qu'elle avait commis. Aucune excuse ne me rendrait les 23 années d'amitié qu'elle avait sciemment choisi de détruire. Ce n'était pas de la rancune. C'était la conviction absolue que certaines portes, une fois fermées, et n'ont plus aucune raison d'être rouvertes. Et celle-ci en faisait partie. On m'a raconté par la suite qu'Antoine s'était renfermé sur lui-même, qu'il était devenu taiseux, qu'il rentrait le soir avec des doutes plein les yeux, qu'il ne parvenait pas à formuler, que sa relation avec Céline commençait à afficher de sérieuses fractures, pas parce que j'avais tiré les ficelles, mais parce qu'un édifice bâti sur le mensonge porte toujours en lui sa propre date de péremption, et cette fissure, apparue un dimanche matin, dans leur cuisine, ne cessait de s'élargir.
Avant de conclure, j'ai une faveur à vous demander. Si ce récit a résonné en vous, d'une manière ou d'une autre, partagez-le avec une femme qui aurait besoin de l'entendre aujourd'hui. Que ce soit une amie, votre sœur ou votre mère, parce qu'entre femmes, nous devons toujours veiller les unes sur les autres. Cette histoire n'est pas une question d'argent. Elle ne l'a jamais été. C'est l'histoire de ce qui arrive quand une femme refuse de devoir justifier sa valeur, quand elle décide que l'approbation d'autrui n'est pas le péage à payer pour exister la tête haute. J'ai pris ce parti il y a bien longtemps. Pas uniquement pour mon investissement, mais pour tout le reste. J'ai fait le choix de ne pas crier mes succès sur tous les toits. Parce que je ne les ai jamais accomplis, pour m'attirer des applaudissements. J'ai choisi d'avoir confiance en la vérité, de croire qu'elle se suffisait à elle-même, même si elle prenait son temps. Et elle a pris son temps. C'est indéniable. Mais la Camille qui tenait la maison, qui servait le café, qui écoutait sans broncher, elle était tout aussi authentique que l'associée de l'ombre d'une entreprise à succès. Les deux existaient. Les deux, c'était moi. Si Antoine n'a pas su voir les deux faces de la médaille, c'est uniquement parce qu'il n'a jamais formulé les questions qui auraient pu révéler la seconde. Ce fardeau n'était pas le mien. C'était le sien. Et Céline portera le sien jusqu'à la fin. Parce qu'une amie, une vraie, n'utilise pas vos confidences comme une arme pour vous abattre. Céline a fait le choix de ne pas être cette amie. Et ce choix implique des conséquences que je ne pourrai jamais porter à sa place. Ce qu'il me reste aujourd'hui a une valeur bien supérieure à n'importe quel solde bancaire. Il me reste la fierté de ne pas m'être rabaissée, de ne pas avoir supplié, de n'avoir rien eu à prouver à personne. J'ai simplement continué ma route. Apaisé, la tête haute et l'esprit clair. La pire façon de tout perdre. Ce n'est pas de se retrouver avec peu. C'est de finir par se persuader qu'on n'a jamais rien eu. Antoine ne m'a jamais laissé sans rien. Il en était incapable. Car ma richesse ne dépendait pas de lui. Elle m'appartenait, entièrement, et elle continuera de m'appartenir, avec ou sans sa présence. Votre histoire est peu, être différente de la mienne, vous n'avez peu, être pas 11 millions d'euros de côté. Personne ne découvrira peu, être demain la valeur inestimable que vous cachez. Mais si vous m'avez écouté jusqu'ici, vous possédez déjà une richesse que personne ne pourra jamais vous confisquer. Votre vérité, etcha. Ça ne se dépose dans aucun coffre de banque. Ça ne s'affiche sur aucune photo de profil. C'est précisément la donnée de l'équation qu'il n'avait jamais pris la peine de calculer. Nous sommes des milliers de femmes à avoir été jugées sans preuve, à avoir encaissé des paroles que nous ne méritions pas, à avoir continué d'avancer dignement. En silence. Pendant que le reste du monde tournait la tête,